Mesdames et messieurs, sur le plateau de cette émission alternative, vous le savez, les conflits fonciers persistent au Burkina Faso et surtout en milieu rural, malgré les efforts de l'État et des organisations de la société civile dans la mise en œuvre de la loi 034 portant régime foncier rural. Pourquoi cette persistance et que faire face à cette situation? Vous aurez des éléments, bien sûr, de réponse dans cette émission qui vous est offerte par la Fondation Konrad Adenauer et ses partenaires, à l'issue donc d'une étude qu'ils ont commanditée dans 3 régions du Burkina Faso, à savoir le Séno, le Gourma et la Tapoa. Et cette étude porte bien entendu sur les conflits fonciers en milieu rural. Et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau 4 invités. Il s'agit donc de Dr Dramani Ouedraogo de la Fondation Konrad Adenauer. Bienvenue. Merci. Je reçois sur ce plateau Madame Mariama Sawadogo qui est consultante en gestion de conflits. Bienvenue Madame. Merci, madame. Je reçois également Monsieur Kelengale Ili qui est expert en législation foncière rurale. Bienvenue. Merci. Et je reçois enfin Madame Clarisse Nadambega née Zungrana qui est la présidente de l'Association des femmes juristes du Burkina Faso. Bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. Alors avec vous, nous allons donc échanger sur l'étude qui a été commanditée par la Fondation Konrad Adenauer sur les conflits fonciers en milieu rural. Et pour débuter cette émission, nous allons permettre donc à M. Ouedraogo de nous présenter brièvement la Fondation Konrad Adenauer et de nous donner le contexte donc, de réalisation de cette étude. Monsieur Ouedraogo. Merci madame pour cette opportunité que vous donnez à la Fondation de s'exprimer. Il faut dire que la Fondation Konrad Adenauer est d'abord une fondation politique. Elle est créée depuis 1955 et elle porte le nom du premier chancelier allemand. Et actuellement, c'est le parti le plus proche et qui exerce le pouvoir aujourd'hui en Allemagne, la CDU. Il faut dire que nous intervenons dans plus de 120 pays à travers le monde, présents au Burkina depuis 25 ans. Nous travaillons surtout pour les droits des droits humains et dans le cadre de ce projet, nous défendons un peu les droits fonciers des femmes en milieu rural. Il faut dire aussi qu'au-delà de ça, la Fondation travaille sur des sujets d'actualité comme l'extrémisme violent. Nous donnons également des bourses à des étudiants et nous accompagnons aussi un certain nombre aussi d'acteurs en ce qui concerne la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Alors, dans quel contexte cette étude a été menée? D'abord, il faut comprendre que le Burkina est un pays enclavé. Aujourd'hui, nous sommes autour de 20 millions d'habitants. Et la densité au kilomètre carré est plus de 75 habitants. 80% de nos activités viennent du domaine du secteur primaire qui est dominé par les productions agricoles. 30% de notre PIB vient de ce même secteur. Et quand vous regardez le contexte aujourd'hui, une femme aujourd'hui a, en termes de taux de fécondité, 6 enfants par femme. À l'horizon 2030, nous allons nous retrouver avec plus de 60 millions de personnes au Burkina Faso. Et vous constatez avec nous que, en plus de cela, l'accaparement des terres est devenu un enjeu assez important. Il ne se passe pas une année où, en début d'hivernage, on ne parle de conflit entre producteurs et agriculteurs, et entre agriculteurs et éleveurs. Il ne se passe pas une année sans qu'on dise au niveau des mines qu'il y a des difficultés avec les fonciers, ainsi de suite. Donc c'est au regard de ce contexte-là que nous avons pensé qu'il était important qu'en tant qu'acteurs de développement qui accompagnons le Burkina, nous puissions quand même réfléchir un peu sur cette question et apporter des pistes de solutions. Alors, l'expert chargé donc de cette étude est là sur ce plateau, Monsieur Ili. Alors, dites-nous quelles ont été les conditions de réalisation de cette étude. Merci bien, madame. Il faut préciser que cette étude avait pour ambition, en tout cas, de mettre le doigt sur la plaie, si vous voulez,
c'est de révéler toutes les difficultés qu'il y a en matière de gestion des terres rurales au Burkina Faso. C'est également de dire pourquoi il y a effectivement des conflits en matière de gestion du foncier rural au Burkina Faso. Et donc, pour ce faire, vous savez, le foncier rural, c'est la concertation, c'est les échanges, c'est les discussions, parce que c'est le contexte du foncier qui existe là. Alors donc, nous avons, non seulement nous avons eu l'opportunité d'être celui qui coordonnait l'étude, et l'étude a été menée donc par un consultant principal, de concert avec des partenaires qui sont soit des consultants secondaires, soit des personnes ressources, soit des personnes qui sont des acteurs, ce qu'on appelle les acteurs du foncier rural sur le terrain, avec lesquels nous avons échangé. Bien entendu, nous avons également exploité toute la documentation qu'il y a au Burkina Faso en matière de gestion des conflits, que ce soit la loi, que ce soit ces décrets d'application, que ce soit les rapports et études qui ont précédé, parce qu'il y a quand même quelques études qui sont intervenues dans ce domaine de conflit foncier-là, en tant que non seulement un élément qui menace la paix sociale, mais aussi en tant qu'un élément qui menace la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Et comme nous sommes dans un pays sahélien, alors ces questions de sécurité alimentaire sont des questions cruciales. Et donc, d'où l'idée qu'il foisonne en tout cas quelques études, quelques recherches sur ce domaine-là. Donc voilà un peu les conditions dans lesquelles l'étude a été menée. Et les autorités chargées donc de la mise en œuvre de la loi 034 ont été également impliquées? Bien sûr. Alors, Madame Sawadro, vous êtes consultante en gestion de conflits. On entend souvent parler de conflits fonciers, par moment de litiges. Que doit-on véritablement comprendre par conflit foncier? D'accord, merci. Il faut dire que le conflit foncier, c'est une situation de désaccord concernant les perceptions de droit ou d'exploitation ou de possession sur un terrain qui oppose plusieurs parties. Mais en un sens plus, le conflit foncier, il faut dire que ça peut être d'ordre individuel ou international. Mais quand on parle de litige, c'est surtout entre un individu, une personne, un groupe de personnes. Donc le conflit est beaucoup plus large et le litige, il est beaucoup plus circonscrit. Mais de manière globale, on parlera de conflit foncier ou de litige foncier. Alors, en tant qu'expert dans ce domaine, quelle est votre appréciation de la situation aujourd'hui? Il faut dire que les conflits fonciers ont toujours existé au Burkina. Mais ces derniers temps, comme le disait M. Dramani, la démographie, la masse démographique a fait qu'aujourd'hui, les conflits sont devenus plus récurrents. Et ça, on le voit beaucoup plus dans certaines zones, notamment là, beaucoup de monde, le Sahel, l'Est, parce qu'il y a beaucoup plus de... peu de terres, il y a peu de terres cultivables, il y a peu de terres. Et nous savons que, comme il a dit, 80% des populations vivent de l'agriculture, ce qui fait qu'il y a cette question-là qui doit être vraiment prise en compte pour être traitée. Alors, Madame Nadam Bega, vous êtes présidente de l'Association des femmes juristes du Burkina. Et je suppose que vous travaillez également dans ce domaine et beaucoup plus pour l'accès sécurisé des femmes à la terre. Quelle est votre appréciation aujourd'hui de la situation de conflit foncier au Burkina? Merci Madame, et merci à la Fondation Korar Arunawe qui nous donne l'opportunité d'échanger sur les conflits fonciers, et particulièrement en ce qui concerne les femmes. Comme il a dit, les conflits fonciers sont récurrents au Burkina Faso, et vous savez qu'à chaque fois qu'il y a conflit, les femmes et les enfants sont les plus vulnérables, et ce sont les personnes qui subissent plus ces conflits. Donc le constat est que ces conflits n'ont que des conséquences vraiment très sérieuses sur la vie des femmes et des enfants. Alors, Monsieur Ili, l'étude donc a été menée dans 3 régions du Burkina. Quel a été votre constat? Merci, Madame. Il faut dire que l'étude s'est réalisée dans des provinces qui sont majoritairement des provinces où il y a une grande activité d'élevage. Il y a beaucoup de pratiques d'élevage dans ces milieux-là.
Ce qui fait que les pics en matière donc, de résultats, en termes du nombre de conflits fonciers, vont être observés au niveau des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Voyez. Donc il y a beaucoup de types de conflits que nous allons aborder par la suite, qui ont été recensés à la suite donc, de l'étude. Mais en attendant, on peut dire que nous avons constaté donc, dans les régions concernées, donc dans les 3 provinces concernées par l'étude là, qu'il y a un grand nombre de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Vous savez que lorsque vous prenez le décret de 2012 sur les conflits fonciers, notamment le décret portant donc organisation, fonctionnement, attribution de la commission de conciliation foncière villageoise, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont considérés comme un conflit foncier. Donc, ce qui fait dire que dans ces régions-là, on a observé par exemple 1044 conflits entre agriculteurs et éleveurs et entre la période 2009 et 2014. Et malheureusement, il y a eu par exemple 8 pertes en vies humaines. Alors, vous savez qu'en 2000, récemment également, on a observé au niveau donc, de Matiakwali, Kantiari et autres, donc des conflits qui ont causé également des pertes en vies humaines. Donc c'était après l'étude, mais il faut noter que ce sont des conflits qui sont récurrents. Alors ça sont les chiffres disponibles. Ensuite, il faut noter aussi qu'il y a beaucoup de conflits liés à l'occupation anarchique des zones telles que les zones pastorales, telles que les forêts classées, telles que les forêts protégées. Parce que ce sont des régions, quand on prend par exemple le Sénou, il n'y a peut-être pas de forêts protégées, beaucoup de forêts protégées, mais il y a quand même des zones de pâture, des espaces de terroir réservés à la pâture des animaux, il y a des zones pastorales, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de conflits à ce niveau-là. Au niveau de la région de l'Est, alors il y a beaucoup de zones donc, pastorales, et on a observé qu'il y a une occupation un peu anarchique donc, de ces espaces-là par des producteurs. En fait, c'est à la fin de production, généralement production agricole. Donc, c'est également un élément que nous avons observé sur le terrain. Nous avons également noté l'occupation de certaines pistes à bétail, par exemple. Vous voyez, il y a beaucoup de pistes qui sont réservées au passage des animaux, des pistes de transhumance internationale, des pistes donc d'accès aux ressources naturelles, mais qui ont été occupées soit par des maisons à usage d'habitation, soit par des hameaux de culture, soit par justement des champs. Donc cela augmente effectivement le nombre de conflits parce qu'à chaque fois qu'il y aura un passage des animaux, bien entendu, les animaux vont faire un passage dans ces exploitations agricoles-là et cela va entraîner évidemment des conflits. Vous comprenez un peu pourquoi il y a un grand nombre de conflits dans les régions où il y a un grand potentiel, par exemple, de ressources naturelles à vocation pastorale. Alors, nous avons également observé des conflits liés aux exclusions des femmes. Lorsque nous avons été, par exemple, dans la région de l'Est, alors les gens ont dit, bon, nous, on ne prenait pas en compte les femmes dans les questions foncières, mais comme vous avez parlé, nous allons désormais les prendre en compte. Donc, vous voyez que ce sont des questions qui... Heureusement que vous y êtes allé. Bien sûr, on y sera prochainement également. Alors, donc, c'est pour dire que ce sont des questions qui sont toujours posées, nonobstant l'existence des textes, nonobstant les sensibilisations. De par le passé, il y a effectivement beaucoup de femmes qui ont été exclues de la gestion donc, de la terre. Il y en a qui n'ont même pas accès à la terre pour la production. Et il y a un grand nombre, en tout cas, heureusement, qui ont accès à la terre pour la production. Mais dès que vous parlez d'un titre de sécurisation, c'est fini. Votre droit d'exploitation même est retiré, confisqué. Et puis bon, voilà, vous n'avez plus rien. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de conflits de ce type-là dans ces milieux. Et ce sont des conflits qui sont classés parmi les conflits fonciers en milieu rural ou les conflits fonciers ruraux. Donc ce sont des observations comme ça qu'on peut noter dans ces 3 provinces qui ont été concernées par l'étude, mais qui peuvent se dupliquer un peu au niveau national. Monsieur Ouédraogo, est-ce qu'il y a d'autres types de conflits non mentionnés par l'expert ici? Bon, je pense qu'il a abordé la grande partie de la typologie des conflits que nous avons, mais il y a également les conflits un peu de succession, parce que vous savez que dans nos milieux, généralement, lorsqu'il y a quelqu'un meurt et qu'il laisse la terre à quelqu'un,
Il y a d'autres personnes qui viennent, qui demandent la terre, ainsi de suite. Et puis après, vous voyez les difficultés qu'il peut avoir. Étant donné qu'au début, la terre était considérée comme une appartenance familiale. Mais au jour d'aujourd'hui, avec l'évolution, vous voyez toute l'ampleur que cela prend sur le plan économique. Il y a cela. Il y a l'autre conflit aussi que nous constatons au jour d'aujourd'hui, c'est lié un peu à l'exploitation anarchique de nos ressources du sous-sol, qu'on appelle notamment l'orpaillage. À ce niveau, entre population et orpailleurs, il y a également des difficultés. Il faut dire que notre étude s'est concentrée un peu sur la zone agro-silvo-pastorale, mais nous avons aussi mis en exergue la question surtout de défense des droits de la femme. Et c'est dans les propriétés individuelles et dans les zones aménagées que la question de la femme revient avec beaucoup plus de préoccupations. Parce que l'étude vise, même si on ne l'a pas dit de façon explicite, à voir comment est-ce que nous pouvons sécuriser le foncier au niveau des femmes. Alors, Madame Sawadgo, de tous ces conflits cités, quels sont les plus récurrents en milieu rural? Alors, en milieu rural, ce qu'on constate, c'est les conflits élevés agriculteurs qui sont les plus récurrents. Parce que la zone pastorale, le passage des animaux, il n'y a pas de piste à bétail. Donc, très souvent, les animaux traversent les champs, détruisant les champs. Et c'est là les conflits les plus récurrents. Pour donner quelques chiffres pris au niveau des services techniques du ministère de l'Environnement, entre 2005 et 2011, on a recensé 3871 cas de conflits élevés agriculteurs. C'est énorme. Et même avec le rapport du médiateur de Faso qui a reçu 786 conflits, 161 étaient liés aux conflits fonciers, notamment élevés agriculteurs. Donc c'est pour dire que il y a plusieurs types de conflits, mais c'est là la question la plus récurrente, c'est lié à l'agriculture et aux éleveurs, qui parfois finissent par des morts d'hommes. Pour le cas de des premiers chiffres que j'ai donnés, entre 2005 et 2011, on avait constaté 55 personnes tuées liées à ce conflit-là. Donc il faut dire que c'est un problème crucial. Effectivement, c'est choquant. Oui. Quand on prend connaissance de ces chiffres, c'est vraiment choquant. Que des personnes meurent à la suite donc des conflits liés à la terre. Alors, Madame Nadambega, et vous travaillez beaucoup plus avec les femmes. Vous êtes donc juriste, défenseur des droits de la femme. En général, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques cas concrets de conflits, bien sûr, liés à la femme? Et effectivement, comme le dit M. Ili, les conflits fonciers en milieu rural dans lesquels les femmes sont impliquées, c'est notamment les conflits en matière de succession. Parce que vous savez que lorsqu'il y a succession d'office, et quand ça concerne les terres, les femmes sont exclues. Parce que du coup, on pense que la femme, étant déjà est considérée comme une étrangère dans sa propre famille, parce qu'elle est appelée à partir dans une autre famille, parce qu'elle va se marier, et une fois aussi arrivée dans cette autre famille, considérée comme étrangère parce qu'elle ne fait pas partie de la famille. Donc du coup, il y a problème parce que on dit la terre appartient à la famille. Et comme la femme est appelée à quitter la famille, donc elle n'a pas droit à la terre. Alors qu'en matière de texte, la loi n'exclut pas les femmes. La loi dit qu'en matière d'accès, il n'y a pas de discrimination fondée sur le sexe. Malheureusement, dans la pratique, dans la réalité, on constate qu'il y a cette exclusion-là et ça fait naître éventuellement des conflits lorsqu'il y a partage de succession concernant des terres en milieu rural. Et que fait précisément votre service pour défendre les droits des femmes en matière d'accès sécurisé à la terre? Bon, pour défendre les droits des femmes en matière d'accès sécurisé à la terre, nous faisons beaucoup de sensibilisation. Sensibilisation à l'endroit d'abord des femmes elles-mêmes et surtout à l'endroit des leaders
des leaders d'opinion, des leaders coutumiers qui sont les détenteurs en réalité des coutumes. Donc nous sensibilisons, nous expliquons voilà, qu'il n'y a pas de discrimination fondée sur le sexe en matière d'attribution des terres en milieu rural ou en matière de succession. Et nous sensibilisons les femmes aussi à réclamer leurs droits, parce que des fois les femmes, elles ont tellement été éduquées et de telle sorte qu'elles finissent par croire qu'en réalité c'est comme ça et elles restent passives. Donc tant qu'elles ne seront pas actives aussi pour faire sentir le besoin de revendiquer leurs droits, ça veut dire que ça va continuer ainsi. Donc ce que nous faisons, c'est surtout la sensibilisation, la vulgarisation des textes en matière d'accès à la terre. Et M. Ouédraogo, précisément par rapport à cette question liée à la femme, que doit-on aujourd'hui faire véritablement pour que la femme puisse avoir accès de façon sécurisée à la terre? Merci. Je pense que Mme Nadambega l'a dit. C'est un combat que nous menons depuis un certain temps en tandem avec leur association. Vous savez que les coutumes aussi ont l'habitude un peu dure. Et c'est aussi hérité un peu de nos coutumes. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est le dialogue, c'est la sensibilisation. Et je peux vous dire que depuis pratiquement 2 ans, nous avons approché les coutumiers, nous avons approché les leaders religieux, nous avons également approché même les femmes et les autres acteurs pour pouvoir discuter avec eux, afin que les gens comprennent la nécessité de pouvoir impliquer la femme. Quand vous voyez le contexte du Burkina, nous avons 51% de la population qui est constituée de femmes. Quand on dit que nous sommes également un pays agricole, qui sont ceux qui travaillent? Ce sont les femmes. Vous savez, il y a une image que j'ai toujours. Une fois, il y a la télé burkinabé qui allait interviewer un monsieur, je vais peut-être taire le nom de la région, où on dit que le monsieur est un modèle en tant que producteur, agriculteur, et il est sélectionné par le ministère de l'Agriculture. Mais quand on allait, on s'est rendu compte qu'en réalité, ce sont les femmes qui travaillent. Wow. Alors, la notion aussi qui était, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans, sur la valeur de la terre et son utilisation a aussi changé. Il y a également la dualité entre 2 régimes qui s'affrontent, le coutumier et le moderne. Mais il est important que les sensibilisations que nous faisons, que les coutumiers comprennent que nous ne sommes pas venus leur exproprier la terre, mais nous voulons que la terre puisse être un instrument de développement économique. D'où la nécessité de faire en sorte que les femmes puissent aussi avoir les possessions. D'aucuns nous diront, si tu donnes la terre à une femme et qu'elle divorce, je crois aussi qu'on ne se marie pas pour divorcer. Parce que même dans l'ancien temps, quand nos parents se mariaient, on ne divorçait pas. Donc c'est à nous, femmes, hommes du Burkina Faso, qu'ensemble nous puissions voir comment est-ce que nous devons faire en sorte que nous puissions aller de l'avant. J'ai pour habitude de dire que la femme, c'est le champ d'un homme et que si tu l'entretiens à tout moment, tu peux venir avoir de quoi te nourrir là. Mais si tu ne l'entretiens pas, à un moment donné, tu vas voir d'autres personnes qui passent, tu penses qu'elles sont plus jolies que ta femme. Pourtant, ta femme est la meilleure. Ça, c'est un bon message. Donc, je pense qu'il est bon que nous investissions beaucoup parce que la femme, après tout, c'est l'aide de l'homme. Là où nous ne voyons pas, il faut que la femme puisse voir. Et j'aime aussi dire souvent, quand vous voyez, même les coutumiers, qui dans leurs pratiques ancestrales ne prenaient pas en compte la femme, quand il avait une difficulté, une énigme pour laquelle il ne pouvait pas apporter une réponse, il dit la nuit porte conseil. Mais c'est qui il consulte? C'est sa femme. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un débat qui est très ouvert et je pense que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est amener les uns et les autres à comprendre qu'il faut que nous puissions utiliser la terre pour se développer. Et je suis heureux de dire sur ce plateau que partout où nous sommes passés, aucun coutumier n'a été contre ça. Parce que la femme,
comme l'a dit Mme Nadambega, qui est considérée comme une étrangère dans une famille, le même chef a aussi son enfant qui est marié ailleurs, qui peut être aussi victime de ça. Et puis après, nous allons poser la terre pour la regarder pendant que ceux qui ont les moyens viennent s'approprier et nous ne pouvons pas valoriser. Et nos enfants aussi ne vont pas en avoir sous prétexte qu'ils sont des filles. Je crois que le débat est en train d'évoluer. Alors, cette situation de conflit entraîne naturellement des impacts, des conséquences socio-économiques. Monsieur Ili, quelles sont les conséquences socio-économiques donc, des conflits liés à des conflits, bien sûr, liés à la terre rurale, relevés dans cette étude? Merci bien, madame. Il faut noter qu'en termes d'impact socio-économique et puis en termes d'impact également sur l'environnement, alors l'étude nous a permis de comprendre que l'existence des conflits fonciers entraîne la réduction drastique du couvert végétal. Parce que vous savez, quand on parle de zone pastorale, on n'a pas dit que c'est une forêt à vocation conservatoire, mais on sait que celui qui protège une zone pastorale protège également la forêt. Donc, s'il y a utilisation anarchique, exploitation illégale de ces forêts protégées-là, on se trouve dans une situation où il y a une réduction progressive donc, du couvert végétal. Alors maintenant, on peut également noter au niveau social une certaine détérioration du climat social. Et c'est très fréquent que dans toutes les zones où il y a des conflits fonciers, il y a toujours des conflits, il y a des pertes en vies humaines, il y a des gens qui ne se saluent plus, il y a des gens qui ne se parlent plus, il y a peut-être même des divorces parce que finalement on s'est dit, voilà, nous on était ensemble, on était amis, mais parce que voilà, l'amitié a été rompue, le conflit est venu créer donc une situation d'opposition permanente parce qu'en matière de terre, quand vous retirez la terre de quelqu'un, le conflit ne finit pas de sitôt. Tant que le problème n'est pas réglé, il peut aller plus loin. Donc l'impact va jusque dans la famille. Voilà. Et puis nous avons également remarqué que les conflits entraînent une certaine marginalisation des femmes et des jeunes filles. Dans ces régions-là, au regard justement de la situation déjà affaiblie de la femme où on estime qu'elle est étrangère, doublement étrangère dans sa propre famille parce qu'elle va se marier, dans la famille de son mari parce que bon, il y a risque peut-être il y ait divorce ou encore parce qu'elle vient d'ailleurs. Donc cette situation-là, donc, aggravée par les conflits fonciers, entraîne une certaine marginalisation donc, de la femme et de la jeune fille. Nous avons également remarqué une certaine destruction progressive, donc, que ce soit des habitats, des animaux sauvages, ou que ce soit donc des exploitations agricoles. Vous voyez, plusieurs fois, on a vu des conflits entre agriculteurs et éleveurs, et cela entraîne des destructions des récoltes. Et ça a entraîné aussi, entre autres, dans certaines régions, des destructions des animaux. Voilà. Parce que c'est pour cela qu'il y a, par exemple, le système donc, du constat des dégâts, donc, que ce soit des dégâts en matière d'élevage ou des dégâts en matière agricole. Donc, il y a régulièrement donc, des constats dans ce sens-là. Et cela montre que la question des conflits fonciers dans ces régions est une question cruciale. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on peut observer comme impact de ces conflits-là sur les populations rurales et sur les ressources naturelles. Alors, Madame Sawadougou, allez-y. Je voulais ajouter aussi l'impact sur l'économie, parce que lorsqu'une zone n'est pas sécurisée, les investisseurs ne viennent pas. On a peur parce qu'on investit, c'est un risque. Donc, sur l'aspect économique, il y a cela. Deuxièmement, c'est qu'il y a la baisse de la production agricole. Parce que lorsqu'on est toujours en conflit, non, seulement, on n'a pas le temps chaque fois d'être au champ. Du coup, si on ne suit pas la pluviométrie, on a une mauvaise récolte. Ou encore avec la destruction des animaux, forcément, il y a baisse de récolte. Et du coup, entraînant bien sûr la destruction des biens. Parce que lorsqu'il y a destruction, forcément, ça va juste sur l'économie. Puisque certaines vont récolter pour revendre pour leurs besoins primaires. Mais du coup, ça va impacter également sur... Parce que quand on n'en a pas assez, la première chose à faire, c'est d'abord de se nourrir. Donc, on ne cherchera pas à vendre. Et pour finir, il faut dire qu'il y a également un risque de famine. Parce que lorsque les conflits sont récurrents, et ça va jouer sur cet aspect-là. Madame Nadambega, que dit la loi burkinabé précisément en matière donc, de gestion de ces différents conflits-là?
en milieu rural? Bon, je pense que l'étude a fait ressortir beaucoup d'éléments en ce qui concerne la gestion des conflits en matière foncière rurale. Et notamment, la loi prévoit que pour ces genres de conflits-là, la conciliation est obligatoire. Voilà, ce sont des conflits parce que, qui ont leur fondement, qui ont leur base au niveau des populations. Donc, c'est un élément important. Parce que si on veut résoudre ces conflits de par les textes, ce n'est pas évident. Vous avez vu qu'on a dit qu'en termes, en ce qui concerne les femmes, nous passons par la sensibilisation, bien qu'il y ait des textes. Mais connaissant aussi nos coutumes, l'importance des coutumes sur les pesanteurs socioculturelles, sur l'habitude des gens, la loi a tenu compte en exigeant qu'il y ait d'abord la conciliation. Et ça, quand la conciliation échoue au niveau local maintenant, que ce conflit-là peut être apporté devant les juridictions. Monsieur Ouédraogo, est-ce que cette loi portant régime foncier rural reconnaît les droits fonciers légitimes des peuples autochtones donc qui appliquent le système foncier coutumier? Absolument. Vous savez, la loi ne fait pas de discrimination en la matière. Et je peux vous dire que pour ce qui concerne le Burkina, la loi 034 portant régime foncier rural au Burkina est l'un des meilleurs textes de la sous-région. J'ai pu quand même visiter des textes du Togo, du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et même du Niger, et celui aussi du Mali. Et je pense qu'à ce niveau, on n'a pas besoin de tergiverser. Les droits de la femme sont bel et bien protégés. Mais, Il y a toujours un mais. Dans les faits, M. Ili l'a dit, la femme a usage de la terre. Mais lorsque on commence par dire qu'elle doit avoir un droit de propriété, c'est là qu'il y a la difficulté. Et aujourd'hui au Burkina, c'est ce que le MCA a pu faire pour accompagner les acteurs au niveau des zones aménagées, qu'on peut montrer des titres de possession foncière. Mais au-delà de ça, il n'y en a pas. Donc nous pensons que pour le cas, par exemple, du Burkina, il faut que nous continuions à travailler pour que ce qui est écrit dans les textes puisse être effectivement appliqué. Sinon, ça ne sert pas d'avoir de beaux textes et sur le terrain, quand vous arrivez, ce n'est pas le cas. Parce que plus loin même, nous avons eu à discuter avec certaines personnes qui nous ont dit que la femme ne peut pas être propriétaire parce qu'elle-même, elle fait partie des... Vous m'excusez du terme. Voilà, elle fait partie même des biens qu'on doit partager. Alors, donc, du coup, ça pose problème. Voilà. Mais je crois qu'il y a un travail qui est en train d'être fait et de plus en plus en train d'aller devant. Maintenant, je voulais également, par rapport à votre question, dire une chose. Il ne faut pas sécuriser la terre pour la sécuriser pour une femme. Mais une fois que la femme a une terre sécurisée, l'objectif dans le cadre de l'OADA, c'était de permettre qu'on puisse utiliser ce document-là comme gage pour pouvoir bénéficier des facteurs de production, à même d'amener la femme à être aussi au même niveau de productivité que l'homme. Et en ce moment, je pense que la lutte que nous menons peut avoir un sens. Madame Sawadoué, est-ce que vous pensez que la loi protège suffisamment les femmes? Bon, comme disait Madame Nadambega au début, quand on parle même déjà de la constitution du Burkina Faso, il n'y a pas de discrimination. Les textes sont assez clairs. Mais même au niveau de la loi 034, l'article 62 également dit la même chose. Il n'y a pas de discrimination en ce qui est en matière de terre. Mais la pratique est tout autre. Parce qu'il y a d'abord la méconnaissance des tests. Les tests ne sont pas connus. Et comme il y a la méconnaissance des tests, il n'y a pas d'application des tests. Donc, comme elle a dit, il faut vraiment aller par la sensibilisation. Et même dans les zones où on donne la parole aux femmes, devant les sages, c'est parfois difficile parce qu'il y a ces pesanteurs socioculturels qui font que la femme, je m'excuse, est parfois reléguée au rang d'enfant. On nous met tous au même niveau et elle n'a pas la parole.
Donc même quand elle est dans son droit, elle a peur de s'exprimer, elle s'exprime par le silence. D'où la difficulté. Sinon, en matière de tests, en matière de loi, il y en a assez, mais il y a un travail à faire. Il y a des efforts à faire de sensibilisation dans la mise en œuvre. Oui, vous voulez ajouter rapidement quelque chose? Oui, rapidement, par rapport quand même par rapport à la loi 034, nous pensons que la loi quand même a des innovations qui sont au profit des femmes. Parce que quand on voit dans cette loi prévoit qu'en matière de politique nationale de sécurisation foncière en matière rurale, il n'y a pas de discrimination. Comme tous les textes du Burkina, il n'y a pas de discrimination. L'accès doit être un accès équitable. Ensuite, dans cette même loi, en ce qui concerne les chartes foncières locales, la loi dit qu'en ce qui concerne le milieu rural, on peut tenir compte des coutumes de ces milieux ruraux-là et les instances locales doivent tenir compte des groupes vulnérables, qui sont les femmes et les jeunes. Effectivement. Et maintenant, ce qui concerne les terres aménagées, vous voyez que l'État aussi fait l'effort de faire un quota pour les femmes en ce qui concerne l'accès à la terre. Et en ce qui concerne aussi la conciliation, en matière de conciliation, lorsqu'on parle des conflits fonciers, et la loi exige aussi l'implication des femmes dans toutes les instances au niveau de la conciliation. Et en ce qui concerne aussi tout le processus d'élaboration de l'attestation de possession foncière, et les instances qui doivent être mises en œuvre, la loi exige qu'il y ait des représentants de femmes. Donc c'est pour dire que quand même, c'est une loi qui favorise quand même la participation active des femmes en ce qui concerne l'accès à la terre en milieu rural. Je voulais aussi dire que par rapport à ça, au niveau national, le gouvernement, dans le cadre du PNDS, a également dit qu'en ce qui concerne la possession foncière, au niveau des zones aménagées, qu'il faudrait qu'on donne 30%. Et je pense que ça, c'est un mot politique assez fort. Maintenant, qu'on puisse mettre tout ça en œuvre pour permettre aux femmes de posséder un peu la terre. Alors, M. Ili, dans les zones donc, où vous avez mené l'étude, est-ce qu'il y a des femmes qui ont accès de façon sécurisée à la terre? Merci bien, mais je voudrais, avant de donner ces précisions-là, dire que les textes burkinabés sont assez précises en ce qui concerne la loi 034-2009 A1 du 16 juin 2009 portant régime foncier rural, en ce qui concerne le volet accès de la femme à la terre. Et comme Mme Nadambega l'a dit, toutes les instances, toutes les institutions rurales, depuis le milieu villageois jusqu'au niveau communal, c'est-à-dire implique la femme. Mais l'article 75 de cette loi 034-2009 est assez précise quand il dispose que l'État ou les collectivités territoriales peuvent, à l'occasion donc des aménagements, organiser des sessions spéciales d'attribution des terres aux femmes. Maintenant, le quota de ces terres est déterminé par voie réglementaire, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Justement, quand on fait une lecture combinée de cette disposition de l'article 75 de la loi de 34-2009 et de la politique nationale genre, on aboutit au fait que le minimum que l'État ou les collectivités peuvent donner aux femmes sur une terre aménagée est de 30%. Et les chiffres qu'on a au Burkina Faso actuellement font état de plus de 30% des terres aménagées attribuées aux femmes. En plus, quand vous prenez des régions que je connais un peu comme la région des Cascades, là-bas, sur les terres aménagées, on ne parle plus de 30%, même pas de 40%, c'est plus que ça. Parce que la plupart des terres aménagées sont occupées par les femmes. Nous avons fait le terrain là-bas, parce que le tir concerne justement 3 provinces, et la région, disons, des Cascades n'est pas concernée. C'est pourquoi je ne l'ai pas évoqué. Mais par exemple, il y a un plus grand nombre de femmes là-bas qui exploitent parce que majoritairement, ce sont les femmes qui sont sur le terrain. Donc c'est pour dire que voilà, il y a de l'espoir, il y a des faits qui peuvent nous donner raison si on parle d'espoir. Et dans les zones d'études, est-ce qu'il y a, vous avez des chiffres par rapport Justement, les chiffres là, je viens.
Très rapidement, Voilà. parce que nous... Très rapidement, nous allons dire que l'étude a concerné trois provinces. C'est la Tapua, c'est le Séno et c'est également le Gourma. Alors, mais quand on regarde dans ces zones-là, il y a un problème qui fait qu'il y a des chiffres qu'on ne peut pas avoir dans certaines localités en matière de sécurisation des droits fonciers des femmes. Il y a des communes où il n'y a pas de structure locale de gestion foncière. Donc, ce qu'on appelle les services fonciers ruraux au niveau des communes, la commission de conciliation foncière villageoise et la commission foncière villageoise au niveau des villages, quand il n'y a pas ces structures-là, il n'y a aucune possibilité de délivrer un titre foncier ou en tout cas un acte foncier à une femme. Donc, si on regarde par exemple au niveau de la région disons du Sahel, on peut noter que précisément c'est au niveau du Soum qu'on a une commune, Pobé Mengao, qui est parvenue à délivrer autour de 11 APFR aux femmes. Alors, au niveau du Séno, on n'en trouve même pas pour l'instant. Parce que tout simplement, il n'y a pas de structure locale de gestion foncière fonctionnelle. Alors, quand on regarde au niveau de la région de l'Est, dans le Gourma, par exemple, au niveau de Fadang Gourma et autres, on ne trouve pas dans ces communes-là des communes qui ont déjà mis en place ces structures-là qui fonctionnent et qui sont en train de délivrer des terres aux femmes. Nous avons donc élargi l'analyse à l'Est. Et à l'Est, on voit qu'il y a la Kompianga, la province de la Kompianga, qui, au niveau de la commune de Pama, la commune de Pama est une commune retenue par le MCA. Et cette commune a délivré, en tout cas, quelques APFR aux femmes. Bon, on estime à environ 6% 6 APFR qui ont été délivrés, mais pour l'instant, les femmes n'en ont pas. Mais en tout cas, il y a un processus. Il y a un processus parce qu'il y a 5 APFR qui ont été notifiés aux femmes. Ce sont des chiffres que j'ai de l'étude que la Direction générale du foncier, de la formation de l'origine du monde rural a menée en 2017. Donc, c'est les chiffres un peu, en tout cas, les plus récents. Voilà, c'est pour dire que le processus est enclenché, mais compte tenu de l'absence des structures, bon, c'est difficile de donner des chiffres assez précis. Voilà. Monsieur Ouedraogo, donc une limite enregistrée, une limite donc de mise en œuvre de la loi 034 enregistrée ici. L'étude a fait des recommandations pour lutter bien entendu contre les conflits fonciers en milieu rural et je suppose que cet aspect-là fait partie des recommandations. Quelles sont donc les grandes recommandations formulées à l'issue de cette étude et les mesures que vous allez prendre pour bien entendu la mise en œuvre de ces recommandations? Très rapidement. Je pense que le constat a été fait. Il a déjà abordé ces questions. En termes de recommandations, je pense que ce qui est important, c'est que nous continuons la sensibilisation pour que tous les acteurs puissent être impliqués, parce que c'est l'ignorance qui est à la base de pratiquement tous les problèmes que nous vivons. Maintenant, en termes de mise en œuvre, c'est un document que nous avons produit, c'est le résultat d'une étude, d'une réflexion. Et nous avons déjà commencé à le distribuer un peu partout, que ce soit dans les ministères, que ce soit au niveau des universités, au niveau des acteurs de la société civile, ainsi de suite. Nous souhaitons que ce livre-là puisse être lu par plusieurs personnes, les étudiants, les chercheurs et tous les acteurs qui sont impliqués dans le monde, dans le milieu, afin qu'on essaie de voir comment est-ce que nous pouvons aller de l'avant. Parce que c'est une contribution de la Fondation par rapport à cette problématique qui est un enjeu crucial au niveau du Burkina Faso. Et je crois qu'au-delà de ça, nous sommes également en train, en termes de recommandations, faire également des chartes foncières. Et nous pensons que les chartes foncières peuvent être une solution pour un peu amener les acteurs dans ces milieux-là, non seulement à la gestion des ressources communes, mais également que ça puisse être un tremplin pour chaque acteur de pouvoir aussi sécuriser sa terre, aller de l'avant et faire en sorte que les femmes puissent être prises également en compte. Nous organisons également d'autres formations en vue de tout ça. Et la mesure qui va être faite, c'est que dans les jours à venir, nous allons également accompagner, là où il y a des chartes foncières qui sont en cours d'élaboration, nous allons accompagner le processus jusqu'à terme, afin que dans ces zones-là, ça puisse être en fait des projets pilotes que nous allons conduire, que nous allons essayer d'étendre au niveau du Burkina. Je voudrais aussi préciser que, vous savez, la Fondation
ne conduit pas des projets d'investissement. Nous conduisons des projets de réflexion, de transformation de mentalité, à telle enseigne que vous voyez que nous produisons des documents, nous faisons des formations. Parce qu'on estime que si l'homme a déjà une vision par rapport à ce qu'il veut faire dans n'importe quel domaine d'activité, il peut y aller. Alors, très rapidement, une dernière question pour finir cette émission en quelques secondes. Est-ce qu'à l'issue de cette étude, vous avez entamé quand même des démarches pour inciter l'État à la mise en œuvre des organes de gestion foncière dans les localités concernées par votre étude? Bon, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, la Fondation s'occupe des aspects de sensibilisation et de formation. Mais nous avons également une collaboration vieille avec l'État du Burkina depuis pratiquement 25 ans. Et je crois qu'à chaque fois que nous avons l'occasion d'échanger avec eux, ils nous écoutent. Le chef de l'État l'a déjà dit dans le cadre du PNDS et lorsque nous avons été reçus le 8 mars passé, il a dit que les femmes font partie en tout cas de son cri de cœur et il fera de telle sorte que les femmes puissent être défendues. Donc moi je pense que le gouvernement a déjà pris les devants. Nous ne faisons que l'accompagner et j'ose croire que tout ça va s'arranger. Merci, M. Ouédraogo. Nous sommes donc à la fin de cette émission qui vous est offerte donc par la Fondation Konrad Adenauer sur les conflits fonciers en milieu rural au Burkina Faso. Je recevais M. Dramani Ouédraogo qui est de la Fondation Konrad Adenauer, Madame Mariama Sawadgo qui est consultante en gestion des conflits, Monsieur Kelgengale Ili qui est expert en législation foncière rurale et qui s'est chargé donc de la présente étude, et Madame Clarisse Nadambega Nezungrana qui est la présidente donc de l'association des femmes juristes du Burkina Faso. Merci à tous d'avoir participé à cet échange que j'espère enrichissant pour l'ensemble des téléspectateurs de Burkina Info. Merci à vous qui êtes fidèles à cette émission de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission alternative. Au revoir. Merci.